Au matin, Marie est folle de joie et d'allégresse. Ce qu'elle avait d'abord pris pour une exacerbation saisonnière de sa gastrite s'était avéré être une grossesse désirée et longtemps attendue de son roi bien-aimé. Marie a passé toute son enfance dans un orphelinat. Elle ne se souvient que très peu de ses parents. Son père est mort très jeune d'un cancer du poumon, car il fumait 2 paquets par jour. Sa mère est née avec une malformation cardiaque et n'a pas supporté la perte de son mari. Marie n'avait que 4 ans à l'époque. Elle se souvient que sa mère s'évanouissait et qu'elle courait chercher un médecin chez les voisins. Sa mère avait été sauvée à plusieurs reprises, mais elle refusait d'être hospitalisée. Il n'y avait personne d'autre pour s'occuper de Marie. Marie se souvient que quelqu'un a dit à l'enterrement qu'elle l'aimait tellement qu'elle ne voulait pas de traitement. Elle voulait être avec lui. Elle ne s'en rendait pas compte. Marie a été emmenée dans un orphelinat où les éducateurs lui ont gentiment expliqué la nouvelle routine, les autres enfants et les règles. Marie était obéissante, mais très renfermée, comme la plupart des enfants de l'orphelinat. Elle a obtenu son diplôme, est allée à l'université et a rencontré un jeune homme, mais il s'est avéré être de ceux qui ne s'intéressent qu'aux relations physiques. Il se peut que toutes les filles rencontrent de tels individus. Les garçons ne sont pas très sélectifs lorsqu'ils sont jeunes, et les filles sont encore si naïves. Après avoir survécu à cette petite tragédie, Marie a relevé la tête et a continué à avancer. Elle était très seule. Marie a travaillé dans un magasin de fleurs et a même suivi des cours de fleuriste. Elle adorait travailler avec les fleurs. Elle se sentait comme une fée. Même si personne ne lui offrait de fleurs, elle en était entourée en permanence et en prenait soin. À l'âge de 24 ans. Marie a réalisé qu'elle voulait s'occuper d'autre chose que de fleurs. Elle voulait un homme dans sa vie, au moins un. Elle n'était pas une mauvaise personne, mais elle avait été traumatisée, ce qui lui rendait extrêmement difficile de nouer des relations. Marie s'est rendue compte qu'elle s'était enfermée entre 4 murs et a commencé à essayer de changer. Elle a acheté un chat et a commencé à aller au cinéma tous les samedis. Elle avait des connaissances avec lesquelles elle pouvait parfois discuter ou demander conseil. Grâce aux réseaux sociaux, la communication était devenue plus facile à cette époque. Bientôt, Annette Roy. Il venait d'obtenir son permis de conduire et travaillait comme chauffeur de taxi. Lorsqu'il l'a aperçue marchant sous la pluie, il a ralenti près d'elle. « Bonjour, vous avez besoin d'un chauffeur ? » lui demande-t-il en baissant la vitre. Non, merci. Je n'ai pas d'argent pour un taxi. À vous Marie, honnêtement. Et je ne travaille pas en ce moment. Je vais vous raccompagner, proposa l'inconnu. Marie monta dans la voiture, ayant terriblement froid et ne voulant pas s'enrhumer. Dans la voiture, il y avait une musique agréable et calme, et le chauffage était allumé. Marie se détendit rapidement et une conversation détendue s'engagea. Roy l'a raccompagnée chez elle. Le lendemain, il était là à 7 heures du matin. Il l'a attendue pendant 2 heures pour la conduire au travail. Je me sens mal que vous perdiez votre temps à m'attendre. Vous devez avoir des clients, n'est-ce pas ? Elle m'a répondu. Non, il a menti. À partir de ce jour, ils sont devenus inséparables. Roy devint la seule personne à qui Marie confiait ses peines et ses soucis. Et elle devint pour lui un rayon de lumière et de bonheur. 2 âmes solitaires se sont rencontrées et ont rempli leur vie respective de joie. Un soir, alors qu'il se rend chez elle pour lui faire une surprise, il remarque que de la fumée s'échappe de l'appartement voisin. Il s'avère que le fer à repasser du voisin a pris feu. Le feu s'est propagé et la fumée est entrée dans l'appartement de Marie. Elle venait de rentrer du travail et s'était endormie. Roy a donné un coup de pied dans la porte, manquant de se casser l'épaule, et a porté Marie hors de l'appartement, qui était déjà en feu. Après cet accident, il l'a emmenée dans l'appartement qu'il louait. C'est ainsi qu'ils ont commencé à vivre ensemble. Ils sont sortis ensemble pendant 1 an, jusqu'à ce que Roy décide de gagner de l'argent pour leur mariage. Il a trouvé un emploi par le biais d'une annonce dans la capitale. Et elle a mis sa voiture au garage et est partie en promettant de revenir dans 2 mois. S'il vous plaît, décrochez le téléphone. Il faut que je vous annonce la grande nouvelle. Marie chuchota en réponse au bip,
mais malheureusement elle ne put joindre Roy. Elle se dit qu'il devait être occupé au travail, et qu'elle pourrait l'informer de sa grossesse plus tard. Roy la submergeait. Elle avait hâte de le partager avec quelqu'un. Cependant, elle n'avait pas de famille et Marie avait commis une erreur en annonçant sa grossesse à son patron. Il avait l'habitude d'être gentil avec elle et il communiquait bien. Mais après avoir appris la grossesse, il est devenu nerveux et a demandé à Marie de démissionner volontairement. Je n'exigerai rien, mais j'ai besoin d'un emploi maintenant. Je me sens bien, dit le patron en secouant simplement la tête. Vous allez commencer à prendre des congés, des jours de maladie. Je ne peux pas me le permettre. Mes affaires ne marchent pas bien. Je n'ai que 3 magasins dans la ville et il n'y a pas beaucoup de clients. Parfois, je dois travailler presque sans faire de bénéfices. Marie est choquée. Elle signe silencieusement la lettre de démission et part en emportant son dernier salaire. Que doit-elle faire maintenant, qui embaucherait une femme enceinte? L'appartement a brûlé. Ils avaient promis de tout réparer et de rendre l'immeuble à nouveau habitable, mais ils ne lui avaient pas donné de délai précis. Marie recomposa le numéro de ROI. Elle devait la calmer et lui assurer que tout irait bien, que l'argent n'était pas un problème. Mais Marie n'entendait que des bips sur son téléphone, et le 3e jour, au lieu de bip, le message est devenu « Le téléphone de l'abonné est éteint ou hors de portée ». Marie était inquiète. Roy n'avait jamais disparu aussi longtemps. Et elle ne savait même pas qu'il allait être père. Et la date d'échéance du loyer approchait. Marie était en colère contre Roy. Elle n'avait pas les moyens de payer le loyer de son appartement, alors elle avait dû trouver une chambre dans une auberge 2 fois moins chère. Elle avait passé 2 jours à faire ses valises et à s'inquiéter. Marie essayait de ne pas pleurer, pour ne pas se stresser et finir à l'hôpital, risquant ainsi de mettre le bébé en danger. Ce serait insensé. Elle supposa que Roy avait perdu son téléphone et qu'il rappellerait bientôt. Lorsqu'il reviendrait, il lui reprocherait d'avoir déménagé, et elle lui reprocherait d'avoir laissé une femme enceinte seule, puis il pleurerait de joie et de soulagement d'être à nouveau ensemble. Le propriétaire de l'appartement que Marie avait nettoyé avant de partir lui a crié « Vous auriez dû me donner un préavis de 2 semaines. Comment vais-je trouver des locataires maintenant? Et qui va me payer pour la période d'inoccupation ?» Il a crié. « Je suis désolé. J'aurais dû te le dire hier, mais un jour n'aurait pas changé grand-chose. En plus, tu m'as demandé de ne pas appeler le week-end. Tu dois te servir de ta tête. Stupide femme. Je ne louerai plus qu'à des hommes. Vous n'êtes qu'une source d'ennui, » dit le propriétaire en colère. Marie lui remet silencieusement les clés et s'en va. Se sentant honteuse et coupable. Elle s'installe dans une petite chambre où le bruit constant des enfants et des voisins qui courent dans le couloir commun au sol en bois la tient éveillée jour et nuit. Elle voulait constamment des fruits. L'enfant réclame des vitamines et il reste de moins en moins d'argent. Pour joindre les 2 bouts, Marie a pris un emploi de plongeuse dans un restaurant. Elle a honnêtement informé l'employeur de sa grossesse et de ses besoins financiers. Et elle l'a autorisé à travailler moyennant une petite rémunération officieuse. Malgré ses efforts, Marie a eu du mal à joindre les 2 bouts. Entre-temps, elle a porté plainte auprès de la police. Depuis combien de temps a-t-il disparu? Demande le policier. Depuis longtemps. Cela fait 3 semaines. 17 jours, précise Marie. Elle était pâle et épuisée, s'étant rendue sur place à l'heure du déjeuner. Marie partagea toutes les informations qu'elle connaissait sur le travail de Roy dans la capitale et sur son employeur. 4 jours plus tard, elle reçoit un appel. Nous avons vérifié les morgues et les hôpitaux, mais nous n'avons rien trouvé. Nous avons lancé un avis de recherche, mais cela fait maintenant 4 jours et il n'y a aucun résultat. En règle générale, si aucun résultat n'est obtenu dans les 3 premiers jours, il est peu probable que la personne soit retrouvée, d'autant plus qu'elle a disparu beaucoup plus tôt. Restez fort. Si nous avons des nouvelles, nous vous appellerons, mais ne vous faites pas d'illusions. Il est probablement mort. Il y a tellement de crimes là-bas. En entendant cela, Marie s'est sentie nauséeuse et étourdie. Elle ne savait pas comment traiter cette information.
Toute la journée, elle avait espéré que ces mauvaises nouvelles ne soient pas vraies. Cependant, lorsqu'elle a lu en ligne les témoignages d'autres personnes qui avaient perdu des êtres chers dans les villes surpeuplées, elle a compris que la police n'exagérait pas. Un mois plus tard, Marie marchait tranquillement le long du pont. La berge était remplie de couples qui s'y promenaient tous les soirs. Ils sont beaux et heureux, certains marchent même avec leurs enfants. Marie les regarde et les larmes lui montent aux yeux. Elle savait qu'elle ne se promènerait plus jamais ainsi avec Roy, puisqu'il n'était plus là. Et leur enfant, s'ils avaient la force de le soulever, ne verrait jamais son papa. Un tel désir l'envahit. Les hormones l'étouffaient de l'intérieur. Il y avait une odeur de maïs bouilli et le bébé demandait à manger. Mais Marie vient de payer aujourd'hui la totalité de la chambre qu'elle a louée. Il restait des céréales et des pommes de terre. Assez pour ne pas mourir avant la paix. Un déclic se produisit dans sa tête et Marie se dirigea vers le centre du pont. Elle savait qu'un saut de là serait mortel. C'était trop. Marie le voulait de toute son âme. Elle était épuisée, fatiguée d'attendre, de souffrir. Nous ferons de notre mieux, bien sûr, mais dans des cas comme celui-ci, il y a 3 issues possibles. Il peut être mort, être à l'hôpital, battu et sans papier, ou avoir rencontré quelqu'un d'autre et ne pas vouloir revenir. Il y a une 4e possibilité. Il se peut qu'il ne soit pas en mesure de contacter qui que ce soit. Dans ce cas, les gens s'adressent généralement à la police, qui leur permet d'entrer en contact avec leurs proches. Connaît-il votre numéro? Y a-t-il d'autres parents? Oh, non. Ses parents sont décédés et sa grand-mère vit dans un autre pays. Il n'a personne ici, il n'y a que moi. Mais il connaît mon numéro. Je ne l'ai pas changé. Je l'ai appelé tant de fois. Pourquoi ne répond-il pas? Marie, vous devez être forte. Nous faisons tout ce que nous pouvons pour le retrouver. Nous n'abandonnerons pas. Je ne peux plus supporter cette incertitude. Je dois savoir ce qui lui est arrivé. Nous comprenons, Marie. Nous continuerons à chercher. Ne perdez pas espoir. S'il vous plaît. Trouvez-le. Je ne peux pas imaginer ma vie sans lui. Nous ferons de notre mieux, Marie. Nous ne nous arrêterons pas tant que nous ne l'aurons pas trouvé. Elle n'avait personne à qui parler de sa grossesse. Personne à serrer dans ses bras, personne à qui demander conseil. Elle réalisa qu'elle ne reverrait probablement jamais Roy. Je viens à toi. Nous venons à toi. Pour te rencontrer. Elle marmonna sous sa respiration et s'approcha de la balustrade. Elle regarda autour d'elle. Il n'y avait personne. Tout le monde était occupé à faire ce qu'il avait à faire. Si elle agissait avec détermination, personne ne pourrait l'arrêter. Marie regarda les vagues. La rivière était si belle dans la lumière du coucher du soleil. Les larmes lui montent aux yeux. Elle voulait vivre, mais pas comme ça. Pas comme ça. Elle respira, se souvenant du visage de son bien-aimé, et réalisa qu'elle était prête à faire un pas, car personne n'avait plus besoin d'elle ici. Soudain, quelqu'un lui saisit le bras. Marie tressaillit et se retourna. Arrête de penser à ça, lui cria Théon au visage. Une femme aux cheveux gris et crépus. J'étais juste, allons-y, dit l'étrange femme avec fermeté, comme si elle était le professeur de Marie. Sans lâcher la main de Marie, la femme l'emmena vers un étalage de maïs et lui acheta 2 épis. C'est pourquoi faire? Se demanda Marie. Pourquoi faire? L'un pour toi, l'autre pour ton bébé. Et pendant que tu manges, dis-moi pourquoi tu as voulu sauter. Tu ne voulais pas seulement mettre fin à ta vie. Vous avez presque pris la vie d'un petit être qui veut naître et vivre. Marie se demande qui peut bien être cette femme. Apparemment, elle travaillait à la clinique pour femmes et savait que Marie était enceinte. Bien que son baby bump ne soit pas encore visible, à l'exception d'un léger bourrelet, les gens autour d'elle ne semblaient pas se douter de sa grossesse. Elles se sont assises sur un banc dans un parc. Et Marie a savouré son maïs en pleurant. Le fait qu'elle ait failli franchir ce pas l'a soudain effrayée. Comment aurait-elle pu? Je suis tellement fatiguée. Tout va mal pour moi. Je n'ai pas d'argent.
Pas même pour ce maïs. Mon fiancé a disparu dans la capitale. Je n'ai personne. Eutérien, à voix d'acheter d'HL. Et la femme secoue la tête. Et l'enfant? Savez-vous combien de personnes fortunées aspirent à avoir des enfants, mais ne peuvent pas les avoir? Vous pouvez tout acheter, sauf ceci. Et vous avez tout. Utilisez la santé et un bébé. Tu es plus riche que la plupart des gens qui t'entourent, lui dit la femme. Marie regarda ses yeux verts et essaya de se rappeler si elle l'avait déjà vu. Et vous devez travailler à la clinique pour femmes, demanda-t-elle. Non, je travaille ici. Je suis cartomancienne. C'est mon territoire. Je ne suis pas un imposteur. Je suis une vraie voyante, dit la femme avec dignité. Marie ne croyait pas à la voyance. Et comment avez-vous réalisé que j'étais enceinte, demanda Marie. Et la femme affirma. Je pensais que c'était une fille. Vous allez avoir un garçon. Vous allez accoucher naturellement, ne vous inquiétez pas. Tout se passera bien. Vous êtes en bonne santé et vous avez de petits problèmes de santé. Nous en avons tous. Il n'y a pas de mauvais œil ou de malédiction sur toi. Tu es pure et bonne. À moins que tu n'aies le cœur troublé. Marie a serré ses lèvres l'une contre l'autre. Ne perdez pas votre temps avec moi. Je n'ai pas d'argent à payer. Je n'ai même rien à vendre. Je n'accepte rien des désespérés. Dieu lui-même m'a poussé en avant et je t'ai vu. J'étais au bord du gouffre, comme vous. Je veux juste aider. Si vous ne croyez pas à la voyance, c'est très bien. Je suis aussi un être humain. Voici mon numéro de téléphone. Si tu traverses une période difficile ou si tu as besoin de quelque chose, appelle-moi. Je travaille dans le coin. Propose la femme. Marie prit la carte de visite, sur laquelle on pouvait lire. Psychique Teresa. Cela paraissait tout à fait invraisemblable. Je m'appelle Marie. Merci de m'avoir sauvée. Je ne recommencerai pas, vraiment. Je dois être folle. Juste des hormones. Et j'avais vraiment envie de cette arnaque. Marie sourit avec gratitude. Teresa lui a rendu son sourire et lui a pris la main. Je vois beaucoup de pertes dans votre vie. Tu as perdu tes parents quand tu étais petite. Vous avez grandi dans un orphelinat, entouré de nombreux enfants. Les traumatismes de l'enfance ont laissé des traces dans votre âme. Mais ce n'est pas aujourd'hui que tu dois mourir. Demain était le jour où nos chemins devaient se croiser. Le chemin sombre sous tes pieds est maintenant derrière toi, et tu as déjà mis le pied sur le chemin lumineux. Tout ira bien dans ta vie à partir de maintenant. Je vois un mariage et la richesse arriver très bientôt. Marie RIT. Je vous le dis, mon fiancé a disparu. Va-t-il réapparaître, demanda-t-elle, pleine d'espoir. La voyante regarda les lignes sur sa paume. Je vois qu'il a disparu de votre vie. Vous êtes resté seul. Mais le mariage ne se fera pas avec lui. Ce sera avec quelqu'un d'autre. Un homme aux cheveux roux. Marie a retiré sa main. Ça suffit, vraiment. Tout cela est absurde. Ne vous vexez pas, mais je suis maintenant comme une veuve. J'ai perdu l'amour de ma vie. Est-ce que j'épouserais un autre homme, un riche homme aux cheveux roux? Me regarderait-il, moi, une mendiante? Qui voudrait d'une orpheline enceinte? Je sais que tu veux bien faire, mais tu brosses un tableau trop rose. Je n'y crois pas. Teresa a haussé les épaules. Ce n'est pas grave, chérie. Ne fais rien d'autre de stupide. Ce bébé veut naître et vous apportera le bonheur. Tu as vu ça dans ma paume aussi, demande Marie. Non, je te le dis en tant que mère. J'ai 3 fils et je suis la plus heureuse des mamans. Après avoir dit au revoir à Teresa, Marie est partie. Leur conversation a été, bien sûr, stupéfiante. Alors qu'elle partait, une autre femme, apparemment une cliente régulière, s'est approchée de Teresa et lui a demandé de lui lire l'avenir. Apparemment, Teresa était connue de nombreuses personnes ici, et beaucoup croyaient en ses paroles. Cependant, pour Marie, Teresa n'était qu'une femme au foyer ordinaire, à la retraite,
qui avait trop regardé les défis psychiques et qui faisait maintenant de la voyance sur le pont les jeudis. En rentrant chez elle, Marie a vu un billet froissé voler sur la route. C'était un billet de $100. Elle a regardé autour d'elle. Comme il n'y avait personne, Marie a décidé de garder l'argent pour elle. Eh bien, la mèche blanche a commencé, dit-elle en souriant. Marie se rendit au magasin et acheta quelques provisions. Elle a bénéficié d'une bonne réduction à la caisse grâce à une promotion. La chance était à nouveau de son côté. Dès le retour à la maison, Marie a pris un sédatif. La pensée qu'elle avait failli sauter du pont l'effrayait. À quoi pensait-elle? C'est stupide. En s'endormant le soir, elle se dit que ce n'était peut-être pas si grave. Certes, Roy lui manquait et c'était une perte énorme, mais elle ne pouvait rien y faire. Elle ne pouvait que continuer à vivre. Le lendemain, son patron a augmenté son salaire et lui a dit que la période d'essai était terminée. Marie s'est avérée être une employée responsable. Marie était heureuse de cette belle journée. Tout allait pour le mieux. Le cuisinier du restaurant a appris que la plongeuse attendait un enfant et a commencé à lui apporter de temps en temps des fruits et des friandises. Teresa était-elle vraiment voyante? Le même soir, en rentrant chez elle, Marie faillit être renversée par une voiture. La voiture a soudainement tourné au coin de la rue et Marie s'est tordu les jambes si brusquement qu'elle est tombée sur la route. Et la voiture était chère et a eu le temps de ralentir. Un jeune homme est sorti de la voiture. Marie avait peur qu'il se mette à lui crier dessus. Elle ne supportait pas d'être grondée depuis son enfance. Elle ne supportait pas d'être grondée depuis son enfance. Je suis désolée, c'est arrivé si vite, dit l'homme en l'aidant à se relever du trottoir. Elle leva les yeux vers lui et lui sourit. Ta tête rouge. L'homme rit, aidant la fille à se dégager. Des voitures klaxonnent déjà derrière eux. Mécontente d'avoir dû faire un détour par une énorme voiture blanche qui traversait la voie de circulation en sens inverse. Oui, mais pourquoi cela vous fait-il rire? Désolé, c'est n'importe quoi. Marie essaya de se mettre sur son pied mais poussa immédiatement un cri de douleur. Montez. Je vous emmène aux urgences. Merci. Marie monte dans la voiture. Et la conversation s'engage comme s'ils se connaissaient depuis toujours. L'homme se présente. Il s'appelle Jason. Il conduit Marie dans une clinique privée et l'accompagne personnellement chez un médecin qu'il connaît. Nous devons faire une radiographie, annonce le médecin. Marie secoue la tête. Non, je ne peux pas. Je suis enceinte. Je ne veux pas exposer le bébé à des radiations inutiles. Quoi qu'il en soit, ça va guérir, dit Jason, bouleversé par ce qu'il a entendu. Il était prêt à tomber amoureux d'elle, mais il s'avérait qu'elle était enceinte. Le médecin acquiesce. Dans ce cas, espérons qu'il n'y a pas de fracture. Ça n'en a pas l'air. C'est probablement une entorse. Je vais mettre un bandage et vous donner de la pommade. Elle ne fera pas de mal au bébé. Elle contient du menthol et des herbes. Frottez-la et la douleur disparaîtra. Lorsque Marie a quitté le bureau avec Jason, celui-ci l'a regardé dans les yeux. Vous êtes donc marié. J'ai remarqué que vous ne portiez pas de bague, alors j'ai supposé que vous étiez célibataire. Marie sourit. Non, je ne suis pas mariée. Je suis célibataire. Seule et enceinte, acquiesce-t-elle. Cela arrive aussi, dit Marie. Jason sourit et lui demande son numéro de téléphone avant de la raccompagner chez elle. Marie ne croit pas que la prophétie de Teresa va se réaliser. Pourtant, à sa grande surprise, Jason la rappelle le soir même. Comment va ta jambe? Lui demande-t-il. Elle va très bien. Elle ne fait presque pas mal. Tu n'aurais pas dû t'en faire, répond Marie. Tu sais, j'ai une proposition complètement folle à te faire. Tu vas être choqué, dit Jason. Marie hausse les sourcils, allongée sur le canapé de sa petite chambre. Veux-tu m'épouser, demande-t-elle en souriant. Il y a eu une pause à l'autre bout du fil. Puis Jason a répondu. En fait, oui. Marie éclate de rire. Je vais tout expliquer tout de suite.
Le fait est que je viens d'une famille très riche. J'ai 24 ans et on me presse de me marier. Mon père m'a limité l'accès à l'argent car il vit à l'étranger et ne revient que rarement. Et ma mère en a assez que je sorte en boîte, que je boive et que je ramène une fille différente à la maison tous les soirs. Oh, tu es le mari parfait, dit Marie en riant. Jason rit aussi. Tu as tout à fait raison. On a déjà commencé à parler de me déshériter. Ma mère veut des petits-enfants. J'ai été un enfant tardif dans la vie de mes parents, un bébé surprise. Ma mère dit donc qu'elle vieillit et me met constamment la pression. Je la comprends, mais je ne suis pas prête à fonder une vraie famille. Je n'ai que 24 ans. Beaucoup de gens de ton âge ont déjà 2 enfants. Tu ne peux pas trouver une fille convenable? Jason soupire. Je n'ai jamais été amoureux. Je crois que ce n'est pas pour moi. J'aime des filles différentes et j'aime mon style de vie. Je suis comme ça. Et c'est dans mes gènes. Mon père ne pouvait pas non plus vivre avec sa famille. Ma mère en a eu assez qu'il la trompe et ils ont fini par se séparer. Mon père fait des affaires dans un autre pays tandis qu'elle reste ici. Ils ne sont pas divorcés, mais ils ne vivent pas ensemble. Je ne suis pas non plus faite pour la vie de famille. Que veux-tu de moi, vilain garçon? Marie ne pensait pas qu'il était sérieux. Elle voyait Jason comme un garçon drôle qui n'avait pas encore grandi. Épouse-moi. Tu as dit que tu étais seule avec le bébé. Et j'ai vu où tu vis. C'est une décharge délabrée. Personne ne devrait vivre là. Je vous offre une vie de luxe. Vous et votre enfant ne serez pas démunis. Nous signerons un contrat de mariage. Mes parents m'obligeront à le faire. Ton enfant aura mon nom sur l'acte de naissance. Et je serai le père. Et ma mère se calmera enfin. Marie a cessé de sourire. Pourquoi as-tu besoin d'une fausse famille? Ce ne serait pas plus simple d'arranger les choses avec tes parents? Ou au moins de demander à une de tes copines de te faire un enfant. Offre-leur les mêmes conditions et ce sera ton propre enfant. Tu pourrais t'installer, suggère Marie. Non, ce n'est pas pour moi. Je ne veux pas d'enfant. Ma mère ne le sait pas, mais j'ai subi une vasectomie. Une fille a essayé de me faire chanter en prétendant qu'elle était enceinte de mon enfant. Elle voulait m'épouser pour de l'argent, bien sûr. Et nous n'avons couché ensemble qu'une seule fois. Je suis toujours prudent. Ces mensonges ont été démasqués. Elle n'était pas enceinte du tout. Je suis allée à la clinique et j'ai été opérée. Maintenant, personne ne peut profiter de moi comme c'est. Je peux continuer à m'amuser comme avant. Marie, je comprends que ma proposition soit inattendue. C'est fou, interrompt Marie. Oui. Tu as raison. Mais je me suis pris d'affection pour vous. Si ce n'était de ta situation, je voudrais t'ajouter à ma liste d'amis. Je t'ai proposé un rendez-vous et j'ai essayé de te mettre dans mon lit. Honnêtement, je suis comme c'est. Je ne peux pas m'en empêcher. Mais tu es une fille bien et nous pouvons nous aider mutuellement. Nous nous marierons et tu pourras vivre avec moi pendant que je continuerai à faire la fête comme avant. Tu mentiras à ma mère en lui disant que je travaille pour qu'elle ne me dérange pas. Elle sera heureuse et gardera ton enfant. C'est si mal que ça? Tu as dit aujourd'hui que tu étais orphelin. J'ai pensé que ce serait parfait pour nous. Réfléchis grec, d'accord? Tu seras bien loti et ton enfant ne sera pas dans le besoin. Qu'est-ce que tu pourrais demander de plus? Marie réfléchit pendant des jours. Ce qui la troublait le plus, c'était que Roy n'avait pas encore été déclaré mort. Si on le retrouvait? Comment expliquerait-elle qu'elle a épousé quelqu'un d'autre? Et que ferait-elle alors? L'espoir ne veut pas mourir en elle et Marie décide de refuser. Mais le lendemain, alors qu'elle fait la vaisselle au restaurant, Marie change d'avis. Il lui est difficile d'être seule. Elle imagine comment elle vivra son accouchement. À qui laisserait-elle le bébé? Comment travailler? De quoi vivre? Marie a compris dès le début qu'elle devrait probablement chercher de l'aide dans l'un de ces centres pour mères en situation difficile. Et voilà que Jason lui offre la possibilité de ne pas avoir à se soucier de la nourriture et d'un toit. Pourquoi y renoncerait-elle? Oui.
Roy était l'amour de sa vie. Mais Jason ne l'entraîne pas dans son lit. Il lui offre seulement un toit. Sa vieille mère aura un petit-fils. Et le fils de Marie aura une grand-mère. Il n'aurait pas pu faire autrement. Ce n'est pas seulement une option. C'est la meilleure chose qui lui soit arrivée depuis longtemps. Marie a rappelé Jason pour lui dire qu'elle était partante. C'est super. Ne vous inquiétez pas. Nous ne serons mari et femme que sur le papier. Je te promets de ne pas te draguer. Je serai ton associé. Jason, et si le père de mon enfant revient, demande Marie. Je ne peux pas l'exclure. Il a disparu dans la capitale, est allé travailler et n'est pas revenu. Je l'aime toujours. Jason soupire. Tu iras le voir. Je raconterai à ma mère que l'enfant n'est pas de moi. Il y a aussi la possibilité que je rencontre une fille que j'aimerais. Alors je romprai moi-même notre pacte. Et je devrais aussi inventer une histoire devant ma mère. Ce serait tellement plus facile si mes parents m'acceptaient tel que je suis. Mais après tout, ils ne cessent de me mettre la pression, de me faire chanter, de me marier presque avec la fille d'un ami de la famille. Marie sourit. Qu'est-ce qui ne va pas avec la fille d'un ami de la famille, demande-t-elle. Ils sont trop religieux. Adieu, l'alcool et tous mes divertissements. Ils ont donc décidé de se réserver le droit de rompre la relation à la demande de l'une ou l'autre des parties. Ce sera précisé dans leur contrat, que les parents de Jason ne doivent pas connaître. Le soir même, Marie a reçu un appel de la police. Son cœur se serre. Il l'avait trouvé. Elle s'est dit, Marie, bonsoir. Je t'appelle pour t'informer que Roy, Isla, n'a pas été retrouvé et n'a pas été déclaré disparu aujourd'hui. Si vous avez besoin d'un tel certificat, vous pouvez vous adresser demain à notre service. Marie a pleuré pendant longtemps. Toutes sortes de pensées lui viennent à l'esprit. Et si c'était de sa faute? Marie s'est giflée et s'est lavé le visage à l'eau glacée. Assez d'hystérie, dit-elle brutalement à son reflet dans le miroir. Tu fais ça pour le bébé de ROI. Et la réunion avec les parents de Jason se déroula comme d'habitude. Marie s'est affligée, mais en vain. Madame Pratt s'est révélée être exactement comme elle l'avait imaginé. Autoritaire, catégorique, mais bien élevée. Elle avait une coupe de cheveux très courte, des cheveux gris et une peau basanée. Incroyablement belle pour une septuagénaire. Elle avait l'air très bien pour son âge. Apparemment, elle vivait dans des salons de beauté. Jason a hérité de sa beauté. Les autres traits de caractère lui viennent de son père. L'entêtement, le désir de vivre comme il l'entendait et non comme on le lui disait. Le père de Jason est venu de l'étranger pour cet événement. La veille, Jason avait amené Marie dans une boutique où elle était gênée de se trouver. On va t'acheter quelque chose ici. Mes parents devraient voir que je m'occupe de toi depuis longtemps. Comme ça, je pourrais justifier certaines de mes dépenses de ces derniers mois, dit-il. Marie hausse les sourcils. Et quelles sont ces dépenses, si ce n'est pas un secret, demande-t-elle, essayant de mieux connaître son futur époux. Quel secret? Nous nous marions dans 5 minutes, dit-il en l'embrassant sur le dessus de la tête. J'ai dépensé l'argent pour mes fêtes. Marie secoue la tête d'un air de reproche. À ce moment-là, Stella, l'amie de Jason, est arrivée. C'était une fille parfaitement glamour, à côté de laquelle Marie se sentit immédiatement comme un plouc mal dégrossi. Voici ma Marie. Aidez-la, comme convenu. Jason lui fait un clin d'œil. La jolie fille regarda Marie et sourit. L'amie de Jason est mon amie. Bien sûr, nous ferons d'elle une super fille de Vogue, répondit Stella. Marie pensait rencontrer de l'arrogance, mais Stella s'est révélée très amicale. Elles se sont rapidement entendues. Jason n'a pas révélé à son amie les détails de leur accord, la présentant comme une connaissance qui avait besoin d'être habillée. Stella a aidé Marie à choisir toute une garde-robe, et Marie n'avait jamais acheté autant de vêtements en même temps. C'était une expérience formidable. Lorsqu'elles ont eu terminé, Jason est venu chercher Marie et ses affaires.
Elles étaient prêtes à rencontrer ses parents. Et la légende a été répétée. Monsieur Pratt a parlé en privé à Marie. Il lui dit: j'espère que tu comprends que tu ne peux pas profiter de la situation de notre famille. Nous avons des avocats et le contrat de mariage sera rédigé de manière à nous protéger de toute poursuite éventuelle. Marie s'attendait à cette conversation. Jason l'avait prévenue, mais elle n'en était pas moins mal à l'aise. Avec colère, elle répondit: j'ai grandi dans un orphelinat. Je peux survivre à n'importe quelle situation comme un cafard. Je n'ai pas besoin de votre argent. C'est juste que, pour une raison ou une autre, Jason est amoureux de moi, et je suis amoureuse de lui aussi. Si je le quitte, je ne te prendrai rien. Pardonne-moi, je suis comme ça. Je ne savais pas que vous veniez de l'orphelinat, dit Monsieur Pratt. Je signerai tous les papiers que vous voudrez, mais ne me traitez pas comme un escroc. Si vous continuez à me regarder comme ça, je vais faire mes valises et partir. Je ferai n'importe quoi pour Jason, mais je ne tolérerai pas d'humiliation et je me fiche de votre richesse. Vous comprenez? Marie sent qu'elle a chaud et prend une grande respiration. Pratt s'excuse à nouveau et retourne avec Marie dans la salle à manger. Et la mère de Jason interroge ensuite Marie. Tu ne te souviens pas du tout de tes parents? Qui étaient-ils? Demande Madame Pratt. Maman, arrête. C'est pour ça que je t'ai évité tout ce temps. Papa et toi, vous ne vous souciez même pas de sa situation. Mais quel genre de personnes êtes-vous? Jason prit la main de Marie. Elle a souri et l'a regardée affectueusement. Ce n'est pas grave. Ne t'inquiète pas. Marie a répondu à toutes les questions de sa future belle-mère, y compris celles qui ont suivi. Elle a également précisé qu'elle ne tolérerait ni humiliation ni suspicion. La visite est terminée. Jason la raccompagne chez elle. Fais tes valises. Je viendrai te chercher demain. Selon notre légende, nous passerons la nuit ici ensemble, et demain tu emménageras avec moi. Dit-il. Marie acquiesce. D'accord, comme tu veux. Et si tes parents me le demandent, je dirai que tu étais avec moi. Il lui fit un clin d'œil et partit. Marie s'effondre sur le lit, complètement vidée. Les parents de Jason ont été ravis d'apprendre qu'il avait une petite amie qui attendait un enfant. Dans leur société, il était honteux de se marier à cause d'un bébé. Madame Pratt n'a donc pas voulu organiser un mariage somptueux à cause de la grossesse de Marie. Le lendemain matin, Jason est allé chercher la mariée, apporter tous ses sacs et les a mis dans la voiture. Dans l'un des sacs, j'ai vu des photos. C'est ton roi? Demanda-t-il. Oui, c'est lui. Les dernières photos sont de lui. Essaie de ne pas les montrer à ma mère. Elle aura des questions. Vous ne voulez pas être pris dans des mensonges. On en a déjà assez inventé. Oui, d'accord. Et mon conseil est de les numériser et de les sauvegarder dans le nuage. Ainsi, ils ne seront jamais perdus. Le mariage a été modeste, avec seulement quelques amis de la famille présents. Marie a appris à connaître tout le monde, mais elle n'a pas apprécié les regards moralisateurs. Les gens chuchotent et regardent fixement, ce qui fait que Marie ne se sent pas à sa place. Détendez-vous. Ces chacals vont bientôt rentrer chez eux, l'a rassuré Jason. Madame Pratt insiste pour que Marie porte une robe. Même si elle est d'un rose tendre que Marie n'aime pas. Mais elle a compris son rôle et sait tu. Marie n'est plus obligée de faire la vaisselle au restaurant et sa grossesse est suivie dans la meilleure clinique de la ville. De nombreux examens sont prévus et elle commence à se lasser de toute cette attention. Et la vie dans la nouvelle maison était beaucoup plus confortable que dans la petite chambre. Marie dispose d'une chambre spacieuse. Elle avait l'impression d'avoir un appartement dans la maison, avec une grande chambre, un bureau, un dressing, une salle de bain, des toilettes et une loggia. Elle a vue depuis les immenses fenêtres était absolument magnifique. Après le mariage, Jason a emmené Marie à la mer pendant une semaine. Pendant leur séjour, Jason recevait d'autres femmes dans la pièce adjacente. Marie les entendait la nuit, mais ne se plaignait pas. C'était la première fois qu'elle allait à la mer, elle voyageait en première classe et logeait dans un hôtel de luxe. Marie s'adapte rapidement à son rôle d'épouse idéale.
Malgré l'obstination de Madame Pratt, Marie fait de son mieux pour lui plaire, et elles vivent paisiblement, sans se disputer. Cependant, Marie a toujours ressenti sa négligence et sa déception. Bien sûr, ce n'était pas le genre de belle-fille dont elle avait rêvé. Cependant, lorsqu'il s'agissait du fils de Jason, les yeux de Marie s'illuminaient. Elle attendait avec impatience l'arrivée de son petit-fils. Marie se sentait coupable de la tromperie, mais elle savait que si Jason n'avait pas accepté, Madame Pratt n'aurait jamais eu l'occasion de tenir le bébé dans ses bras et de l'appeler son petit-fils bien-aimé. Jason s'est peu intéressé à sa grossesse. Il n'était presque jamais à la maison. Marie mentait sur son attention, sur le fait qu'il l'appelait et qu'il s'inquiétait de la santé du bébé. À l'approche de l'accouchement, ils se sont vivement disputés au sujet du prénom du bébé. « Je veux participer au choix », a déclaré Madame Pratt. Jason s'est disputé avec elle. Il se rend compte qu'il n'a pas le droit d'intervenir. J'ai promis à Marie qu'elle choisirait elle-même le nom. Je lui donnerai mon nom de famille. Ne peut-elle pas au moins choisir le nom, dit Jason. Marie sourit, caressant doucement son gros ventre. Madame Pratt, quel nom aviez-vous en tête? Elle demande, curieuse de savoir quel nom prétentieux sa belle-mère suggérerait pour son petit fils. Je voulais suggérer le nom de roi. Je l'ai toujours aimé. C'est le nom que je voulais te donner, mais ton père a choisi Jason. Bien qu'il t'ait aussi donné un nom de famille et un patronyme, a répondu Madame Pratt. Marie regarde Jason et les larmes lui montent aux yeux. Elle ne s'attendait pas à entendre cela. Qu'est-ce qui ne va pas? Non, ne t'énerve pas. Je voulais juste faire une suggestion. Dit sa belle-mère, réalisant qu'elle avait parlé trop durement et offensé Marie. Non, non, c'est juste les hormones. Je suis désolée. J'aimais beaucoup ce nom. Je n'y ai même pas pensé, Madame Pratt. Je veux que mon fils s'appelle Roi. Marie sourit, prenant les mains de sa belle-mère. Notre fils, Jason, l'a corrigé. Marie a hoché la tête. Elle s'est mal exprimée, mais sa belle-mère a laissé passer. Elle était ravie que sa belle-fille ait accepté sa suggestion. Et la semaine suivante, elle n'a même pas jeté de regard méprisant à Marie. Jason est indifférent au nom de l'enfant. Marie se rend de plus en plus compte qu'il n'a jamais vraiment grandi. Malgré ses 24 ans, il se comportait comme un adolescent, bon, gentil et rusé. Mais il a toujours traité Marie avec gentillesse et a toujours subvenu à ses besoins. L'accouchement a lieu dans le meilleur hôpital. Marie est épuisée car le travail a duré 20 heures et les analgésiques n'ont apporté que peu de soulagement. Mais lorsqu'elle a tenu le petit roi dans ses bras, toutes ses souffrances ont été oubliées. Jason, en bon père et Marie, attendait patiemment dans le couloir. Le soir, le médecin l'a autorisé à tenir le bébé dans ses bras. Il est si petit. Il est si petit. Sourit Jason. J'aurais peut-être dû faire cette opération pour rien. Avoir des enfants n'est pas si mal. Tu peux tout récupérer. Et tu peux avoir des enfants, n'est-ce pas, demande-t-elle. Marie souhaite sincèrement du bonheur à Jason. Ils étaient devenus de bons amis pendant cette période. Marie savait qu'elle pouvait compter sur lui. Ils se sont soutenus mutuellement, protégeant leurs petits mensonges et jouant leurs rôles respectifs. Non, je ne suis pas encore aussi étonnée. Il rit doucement. Mais je te félicite, Marie. Que ce bébé soit toujours le plus heureux. Jason embrassa soigneusement le bébé sur le front et le rendit à sa mère. En fait, depuis lors, il le prenait rarement dans ses bras. Mais Madame Pratt ne quittait jamais Marie et le bébé. Elle s'occupait de lui ensemble. Sa belle-mère le sortait parfois toute la nuit, permettant à Marie de dormir. À au bout de quelques mois, elle se rendit compte qu'elle pouvait lui confier le bébé en toute confiance. Bien qu'elle soit troublée par son attachement total à l'enfant, Madame Pratt ne pensait qu'à lui, ne parlait que de lui. Marie craignait de devenir folle si la vérité était révélée. Et lorsque son fils eut 6 mois, le pire se produisit. Personne n'était prêt à l'affronter. Ce jour-là, Madame Pratt était d'excellente humeur.
Elle tenait son petit-fils bien-aimé dans ses bras lorsque le téléphone a sonné. Marie était là, assise sur une chaise. Marie, prenez Roy, dit Madame Pratt après avoir raccroché. Il s'est passé quelque chose? Demanda Marie. Oui. Jason a eu un accident. Il est mort. Nous devons aller identifier le corps. Elle dit cela comme si c'était quelque chose d'insignifiant. Marie prend le bébé et s'enfonce dans le fauteuil. Des larmes jaillirent de ses yeux. Madame Pratt n'a pas pleuré à ce moment-là. Elle n'a pas non plus pleuré lors de la séance d'identification. Elle a simplement fait ce qui était nécessaire. Mais elle a cessé de sourire pour de bon. Jason a été renversé par une voiture à un passage clouté. Elle avait garé sa voiture et traversait la route en tenant un bouquet de fleurs pour sa petite amie. Une autre personne se précipitant pour livrer un courrier a heurté Jason, qui est décédé sur place avant l'arrivée de l'ambulance. L'accident a été attribué au fait que Jason portait des écouteurs. Le conducteur a été poursuivi et il y a eu des procédures judiciaires. Mais Madame Pratt et son mari n'y ont pas assisté. Et la belle-mère de Marie a choisi le cercueil avec une sérénité effrayante et a organisé la cérémonie d'adieu. Elle l'a organisée comme si elle ne se rendait pas compte de ce qui s'était passé. Ce n'est que lorsqu'ils sont arrivés au cimetière qu'elle a éclaté en sanglots. Elle pleura longtemps, des nuits entières. Marie était à ses côtés et essayait de la soutenir. Le père de Jason est parti immédiatement après les funérailles. Marie lui a demandé de rester avec sa femme, mais il a dit qu'il ne pouvait pas rester. Après les funérailles, Madame Pratt n'a pas quitté sa chambre pendant plusieurs jours, jusqu'à ce qu'elle croise Marie par hasard dans la cuisine. Marie était venue avec son fils dans les bras. Puis-je, demanda Madame Pratt, vieillie d'une douzaine d'années d'un seul coup. Marie acquiesça et lui donna l'enfant dans les bras. Marie comprit qu'elle avait besoin d'une distraction car elle considérait Roy comme le fils de Jason. Son prolongement. Un jour, elle entra dans la chambre de sa belle-mère et ne la trouva pas. L'enfant avait également disparu. Marie a commencé à paniquer. Elle a commencé à appeler, mais le téléphone portable de Madame Pratt se trouvait chez elle, sur son lit. Marie enfila un pull et sortit en courant dans la cour. Elle a fait le tour et s'apprêtait à appeler la police lorsqu'elle a croisé sa belle-mère à la porte. Mon Dieu, où étiez-vous? J'étais si inquiète. Marie arracha le bébé des bras de sa belle-mère. La femme a haussé les sourcils. Je suis juste allée au magasin avec Roy, j'ai décidé de lui faire plaisir, je lui ai acheté un jouet. Pourquoi cette panique? Marie prend l'enfant et rentre dans la maison. À partir de ce jour, l'idée de quitter cette maison lui revient de plus en plus souvent à l'esprit. Le jardin d'enfants, où elle voulait emmener son fils avant de rencontrer Jason, acceptait les enfants à partir d'1 an et demi. Il y a une crèche pour ces bébés. Marie avait pensé à tout. Elle avait quelques économies. Intuitivement, elle se rendait compte qu'un jour, elle devrait quitter cette maison. C'est pourquoi elle économise de l'argent. Elle pouvait maintenant louer un appartement normal, ne pas se précipiter pour trouver un emploi et ne pas se soucier de l'argent pendant au moins 6 mois. Mais Marie ne pouvait pas quitter sa belle-mère. Jason avait été si gentil avec elle, et il ne lui pardonnerait pas si elle découvrait que Marie lui avait simplement enlevé son enfant, qu'elle considérait comme un petit enfant. Ils ont continué à vivre ensemble pendant 1 mois. Savez-vous pourquoi Jason s'est écrasé? Demanda Madame Pratt. Marie se crispe. Madame Pratt n'avait pas parlé de son fils une seule fois, depuis le jour de sa mort. Il traversait la route avec des écouteurs. Et elle est arrivée chez sa maîtresse et s'est dirigée vers elle en lui parlant avec ces mêmes écouteurs. Le saviez-vous? A demandé Madame Pratt sans embâge. Marie secoue la tête, craignant que ses yeux ne la trahissent. Vous croyez que je n'ai pas tout compris depuis le début? Tu crois que je n'ai pas vu que tu cherchais juste une excuse pour t'enfuir de cette maison? Je t'ai entendu appeler ton ancien travail. Marie est déconcertée. Elle est restée assise, silencieuse, à regarder sa belle-mère. Vous avez tout faux. Je vais vous expliquer. La belle-mère sourit.
Qu'est-ce que j'ai mal compris? Vous croyez que je ne savais pas que Jason et vous étiez de mèche depuis le début? Je sais parfaitement que Roy n'est pas mon petit-fils. Je ne sais pas où mon fils vous a trouvé et pourquoi vous avez commencé cette pièce. Marie a regardé sa belle-mère droit dans les yeux. Il n'y avait rien à perdre. Nous l'avons rencontré par hasard et nous nous sommes mis d'accord. Mon fiancé avait disparu. J'étais seule. Je n'avais rien à manger. J'ai accepté par désespoir. Mais croyez-moi, je n'avais aucune intention malveillante. Marie soupire, soulagée d'avoir tout révélé. Madame Pratt la regarde avec dédain. Il en a toujours été ainsi. Jason a toujours tiré des chats ternes de la décharge, des chiens, et il vous a tiré à la fin. Il avait un bon cœur. J'ai fait un test ADN. Je voulais te faire honte il y a longtemps. Mais j'ai réalisé que Jason n'était pas stupide, ce qui signifie qu'il savait que le bébé n'était pas le sien. Alors il est parti. Et maintenant, tout ce qui me reste, c'est Roy. Et je me fiche qu'il ne soit pas de mon sang. Je suis attachée à ce garçon. Marie était confuse. D'accord, nous restons. Tant que tu ne veux pas qu'on parte, je reste avec toi. Je comprends tout. Et je ne te quitterai pas, dit-elle. Tu ne me comprends pas. Tu peux continuer ton chemin. L'enfant restera avec moi. Comme tous mes amis savent que j'ai un petit-fils, je ne te laisserai pas traîner notre nom dans la boue. Et je ne vous laisserai pas déshonorer le nom de mon fils. Vous ne prouverez jamais à personne que le bébé n'est pas celui de Jason. Vous comprenez? Et si vous le faites, je dirai que vous êtes une droguée. Je vous accuserai de fraude. Et je vous enlèverai le bébé au tribunal. Comme vous le savez, j'ai assez de relations et d'argent pour le faire. Marie a eu froid à l'intérieur. Qu'est-ce que tu racontes? Vous êtes stupide? Je dis que tu peux rester à la maison, mais seulement en tant que nounou pour Roy. C'est mon fils, cria Marie. C'est mon petit-fils. Et si tu essaies de t'enfuir, tu ne le reverras plus jamais. Et la belle-mère se lève et part. Marie serre Roy contre elle. Cette femme a suffisamment de ressources pour réaliser ce qu'elle prépare. Marie est en état de choc. La simple idée d'être séparée de son fils la terrifiait au plus haut point. Roy était son monde. Elle ne vivait que pour lui. Chaque jour, il la regardait avec les yeux de son père et lui rappelait son amour. Marie se souvint soudain de sa rencontre avec la voyante sur le pont, de la façon dont elle l'avait sauvé, de la façon dont elle lui avait donné sa carte. Marie la chercha longtemps, fouillant dans tout ce qui se trouvait dans la pièce, mais ne la trouva pas. Lorsque sa belle-mère emmena Roy se baigner, Marie composa son numéro. Bonjour, Teresa. Vous ne vous souvenez probablement pas de moi. Je m'appelle Marie. Elle raconte toute l'histoire à la voyante, qui lui promet de l'aider. Le lendemain matin, Teresa est entrée dans leur maison en uniforme de femme de chambre. Madame Pratt fait appel à l'assistance de l'agence presque tous les jours pour satisfaire ses caprices. Cette fois-ci, par miracle, Teresa est arrivée. Elle passe devant Marie avec un clin d'œil. Lorsque toutes les tâches ménagères ont été accomplies par les mains attentionnées de Teresa et que Madame Pratt s'est endormie dans sa chambre, Marie est entrée discrètement dans la cuisine. Qu'est-ce que tu caches? Entre, sourit Teresa. Et Madame Pratt? Elle dort. Je lui ai donné des somnifères. Elle dormira encore 5 heures au moins. Fais tes valises tranquillement et viens avec moi. Marie ne s'attendait pas à pouvoir s'envoler de sa cage dorée dès le lendemain. Elle n'hésite pas. Elle n'emporte que l'essentiel, laissant presque tout ce qu'elle avait acheté avec l'argent de Jason. Teresa appelle une voiture, une camionnette blanche sans plaque d'immatriculation, qui s'arrête devant la maison. Teresa, Marie et le bébé sont montés à bord. Elles sont parties en plein jour, n'emportant que 2 sacs d'affaires. La voyante les a ramenés chez elle. Marie est fatiguée, elle transpire. L'appartement était petit mais confortable. Il y avait 3 chambres d'amis. Tu sais, je t'ai menti à l'époque à propos de la trace blanche.
Je savais qu'une autre mort et une autre tromperie t'attendaient, mais je t'ai parlé du mariage pour que tu ne te décourages pas. J'avais peur pour toi, se souvient Teresa. Oui, tu m'as sauvée et tout s'est passé comme tu l'avais dit. Tu sais, Teresa, je ne crois pas à la voyance, mais je crois en toi. C'est la deuxième fois que tu me sauves, dit Marie. Comme il faisait chaud dans la pièce, elle a enlevé son pull, révélant une vieille cicatrice affreuse sur son épaule nue. Elle était petite mais visible. D'où vient-elle, demande Teresa, figée sur place, effrayée. J'y l'ai depuis ma naissance, dit Marie en faisant un signe de la main. Mais Teresa la regarde d'un tout autre œil. Elle fait asseoir Marie à la table et lui explique qu'en plus de ses 3 fils, qui ont parcouru le monde, elle a une fille. Cette dernière lui avait été volée il y a longtemps et avait été traumatisée à la naissance. Son épaule a été endommagée, laissant une cicatrice. Marie ne peut croire à une telle coïncidence, mais Teresa la supplie de faire un test ADN. Je me souviens de mes parents. Ce n'est pas possible, dit Marie. Elle commence à vivre avec Teresa. Trouve un emploi et emmène Roy à la crèche. Marie n'a pas pu officialiser son union sur le plan juridique, car elle craignait que Madame Pratt ne les retrouve par l'intermédiaire de l'enfant. Marie a également pris des emplois à temps partiel afin d'économiser de l'argent pour déménager dans une autre ville. Teresa les hébergeait, leur donnait à manger et les aidait en toutes choses, comme une mère autochtone. Un mois plus tard, il a été révélé que Marie et Teresa étaient bel et bien mère et fille. Marie se demandait encore comment cela était possible en se souvenant de ses propres parents. Elle sait qu'elle doit mener une véritable enquête pour découvrir la vérité. Elle a retrouvé un vieil ami de son défunt père qui lui a dit que ses parents avaient eu des difficultés à avoir un enfant. La mère de Marie avait prié pour avoir un enfant. Soudain, une petite fille est apparue sur le pas de leur porte. Ils ont décidé de ne pas l'emmener aux autorités et ont payé pour que Marie soit enregistrée comme leur propre fille. À l'époque, la documentation était confuse. Marie a donc retrouvé sa mère biologique et Teresa a retrouvé sa fille qu'elle pleurait tous les soirs depuis des années. Elles ont commencé à vivre ensemble comme une famille. Mais Marie s'inquiétait également du fait que Madame Pratt pouvait à tout moment mettre ses menaces à exécution. Un jour, Marie décida de la confronter. Elle est entrée dans la maison de Madame Pratt et a trouvé dans la cuisine une femme âgée et solitaire qui buvait du whisky. Marie ne l'avait jamais vue boire de l'alcool auparavant. Pourquoi êtes-vous venue? Demande Madame Pratt. Je suis venue vous dire que j'en ai assez de me cacher. Je veux faire une trêve. Je veux que vous arrêtiez d'essayer de m'enlever. ROI. Je ne te cherchais pas. Il ne me reste plus beaucoup de temps de toute façon. Il s'est avéré que Madame Pratt était en phase terminale depuis longtemps et que la mort de son fils l'avait paralysée. La femme avait simplement peur d'être seule et menaçait Marie par peur. Après avoir révélé cette vérité, Marie a invité Teresa à rencontrer Madame Pratt. Teresa a regardé la main de Madame Pratt et a vu que sa ligne de vie se terminait bientôt. Tu vivras encore longtemps. N'ayez pas peur. La maladie va reculer. Et Marie et son fils seront toujours avec vous. Tout ira bien, dit Teresa en regardant Madame Pratt dans les yeux. Ce n'est qu'à leur retour à la maison que Teresa avoue à sa fille que son ancienne belle-mère ne vivra pas plus d'1 an. Marie fait ses valises pour emménager temporairement chez Madame Pratt. Teresa et elle avaient convenu que ce serait mieux ainsi. Marie se sent redevable envers Jason et décide d'être présente pour sa mère jusqu'à la fin. Lorsque tout fut emballé, on sonna à la porte. Roy se tenait sur le seuil. Marie fut submergée de stupeur lorsqu'elle vit son bien-aimé. Elle pleura et le serra fort dans ses bras. Plus tard, ils eurent une conversation sérieuse et Marie avoua qu'elle avait épousé un autre homme par fin désespéré. Elle lui a parlé de Jason et de sa belle-mère mourante. Elle lui a parlé de Teresa, qui s'est avérée être sa propre mère, et de ses 3 frères qu'elle a eus. Roy est contrarié que son fils n'ait pas son nom de famille. Marie a essayé d'expliquer la situation et la raison pour laquelle elle ne pouvait pas changer les documents immédiatement. Comprenez-moi bien. Madame Pratt vit ces derniers mois. Elle veut croire qu'il s'agit de son petit-fils. Elle a perdu son fils. Nous changerons tout une fois qu'elle sera partie. Si vous le voulez, bien sûr. À son tour.
Roy lui raconte qu'il a été victime d'un vol et qu'il est resté 6 mois dans le coma. Après avoir retrouvé la mémoire et suivi un traitement, il s'est adressé à la police et ce n'est que maintenant qu'ils ont pu retrouver Marie. Elle a vécu une histoire incroyable où il a trouvé des amis et a été aidé par de parfaits inconnus. Son voyage vers la femme qu'il aimait a été long et maintenant, en la tenant dans ses bras, il ne pouvait pas croire que Marie allait simplement faire ses valises et partir vivre ailleurs sans lui. Mais Jason et moi n'avions rien et je ne peux pas laisser une femme mourante seule. Peux-tu me laisser ? Après tout, ils se disputaient dans la cuisine et seule Teresa pouvait résoudre la dispute. Calme-toi. Tu ne sais pas ce que Marie a enduré. Elle s'occupera de la femme malade, mais vous continuerez à vous voir tous les jours. Marie sortira avec le bébé. C'est comme ça que vous vous verrez, dit Teresa. Teresa parlait toujours avec assurance et les gens la croyaient. C'était peut-être son don. Marie déménagea avec le bébé dans la maison de Madame Pratt et vécut avec elle pendant 4 mois. Elle a égayé les derniers jours de Madame Pratt et celle-ci lui était si reconnaissante qu'elle lui a laissé l'immense maison que Marie avait fui. Après le décès de Madame Pratt, Marie a vendu la maison dont elle avait hérité, car elle était trop triste et trop chère à entretenir. Ils achetèrent une maison plus petite et les nouveaux propriétaires y emménagèrent bientôt. Une diseuse de bonne aventure de la clé, Teresa, Roy et le petit garçon. Les fils de Teresa, les frères et sœurs de Marie, leur rendent souvent visite. Roy et Marie sont heureux et prévoient d'avoir un deuxième enfant. Teresa dit qu'ils auront d'autres bébés.